Bonjour tout le monde. Nous avons aujourd'hui avec nous M. Pierre Monette, qui est président et chef de la direction de la compagnie Malaga, qui est venu aujourd'hui nous faire un suivi là, de la situation et nous mettre au courant des nouveaux développements à propos de la compagnie Malaga, qui est dans le tungstène au Pérou. Tungstène qui est nécessairement en grande demande pendant les temps qui courent. M. Monette, bonjour. Bonjour. Et dites-nous donc, où vous êtes rendu? On vous a déjà eu ici à l'émission et il y a eu des développements depuis ce temps-là. Bien, depuis ce temps-là, les choses vont plutôt bien. On a sorti la semaine dernière nos résultats financiers où on a généré un profit net de 5,6 millions. Aussi, ce qu'on a fait qui était très important pour nous, quand j'étais venu la dernière fois, on avait parlé qu'on voulait mettre à jour notre rapport de réserve et ressources, le 4301. Oui. On a publié ça au début mars. Et avec ces résultats-là, non seulement on a pu remplacer nos réserves, on les a augmentées de 16 mais surtout au niveau des ressources mesurées indiquées, ont augmenté de plus que 100 et les ressources présumées, on les a augmentées de 140 ce qui nous donnerait une vie de mine de 6 à 7 ans, alors qu'à l'époque, on avait 3 ans à peu près. Donc, c'est une propriété où on peut investir beaucoup, elle n'a jamais été vraiment explorée. Donc, un de nos buts, c'est évidemment d'augmenter la durée de vie de cette mine-là. Puis c'est là où vous êtes rendu, mais Exactement. vous avez encore du territoire à explorer. Vous comptez pouvoir agrandir ça encore plus tard. Ça, c'est ce qui est prouvé. Là. Exactement. Ce qu'on voulait au début, dans un premier temps, parce que juste pour répéter, peut-être rappeler pour les gens qui ne se rappellent pas à l'époque, ce projet-là a été acheté en 2005. La mine avait été en opération de 1940 à 2000, où les anciens propriétaires avaient sorti à peu près 6 millions de tonnes sur 5 veines seulement. C'était détenu par une famille péruvienne, c'est une compagnie privée, donc eux ne faisaient aucun développement, aucune exploration. Ils voyaient une veine, elle allait à l'extérieur, ils sortaient ce qu'ils pouvaient. Nous, quand on a acheté le projet en 2005, on a envoyé notre géologue faire le tour de la propriété. Il est revenu en ayant identifié 79 veines, dont à peu près 25 à 30 étaient majeures, autrement dit plus qu'1 mètre en surface. Et quand on a reparti le projet en 2005, nous, on était convaincus qu'il y avait du tungstène. Fait qu'au lieu de faire comme la plupart des entreprises minières, où les gens se forcent à sortir un 4301, mettre le plus grand nombre de réserves et de ressources, puis vendre l'entreprise rapidement, nous, on s'est surtout attardé à remettre la mine et l'usine en opération, ce qu'on a réussi en 2007. Donc, on a ressorti nos premières unités en 2007 et on est devenu profitable en 2010. Et depuis ce temps-là, bien, évidemment, en 2009, on a vécu la crise financière où, contrairement à d'autres, nous, on a pu continuer parce qu'on est un producteur à bas coût. Mais évidemment, le prêt à payer pour ça, c'était faire un peu moins de développement. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire l'an dernier, justement dans le but de développer la mine. Et on a effectivement un grand potentiel. La propriété n'a pratiquement pas été touchée. Mais vous dites un producteur à faible coût, mais vous étiez à 122 piastres la tonne métrique. Maintenant, vous avez un coût de 189 piastres la tonne métrique. C'est pour quelle raison que vos coûts ont augmenté comme ça? Bien, 189, c'était effectivement, c'était au 4e trimestre. La moyenne annuelle, c'était 167. La raison principale, c'est qu'on a eu moins de production l'an dernier. Parce que les zones dans lesquelles on développait avaient des teneurs moins grandes que l'année précédente. On avait produit 72 000 MTU en 2010. Okay. On en a fait 55 parce que le tungstène est transigé en unité de tonne métrique, ça vaut 10 kg par unité de tonne métrique. Donc, on a eu moins de production l'année passée, qui était justement dû au fait qu'on avait fait moins de développement. Par contre, et aussi on a investi de l'argent pour doubler la capacité d'opération de l'usine, qui est passée de 250 tonnes par jour à 500 tonnes par jour. L'an dernier, la mine a été le goulot d'étranglement. Donc, on est présentement à peu près 350 tonnes par jour, ce qui nous donne à peu près sur une base annuelle 60 à 65 000 MTU. À 500 tonnes par jour, on monte à 90 000 MTU. Comme c'est une mine, il y a beaucoup de coûts fixes. De là vient la différence d'augmentation de coûts. Mais malgré tout, on demeure le producteur, on ne veut pas se comparer avec pire, mais malgré tout, on demeure le producteur à plus bas coût de toutes les entreprises qui sont en production de tungstène. Bien, c'est quand même 189 piastres la tonne pour quelque chose qui se vend 445 US. Ça fait une bonne marge. La tonne, oui. C'est pas si mal. On peut parler quand même d'une bonne marge de profit de ce côté-là. Puis, mais là, vous avez un nouveau projet, là. Vous voulez l'agrandir encore, votre usine. Oui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi de l'argent dans l'usine, aussi dans le parc à résidus, qui a maintenant, il nous reste seulement à compléter le barrage qu'on va faire après la saison des pluies.
Donc, à partir du mois de mai, notre parc à résidus va avoir une durée de vie de 5 à 6 ans. Donc, au niveau environnemental, on n'aura pas à se soucier de ça. On a investi à peu près 5 ou 6 millions aussi dans l'usine pour justement produire sur une base annuelle 90 000 unités de tonnes métriques. On ne sera pas là cette année, mais c'est notre objectif l'année prochaine. Donc, pour avoir ça, il faut investir davantage dans la mine et c'est ce qu'on fait cette année. On va consacrer entre 4 et 5 millions justement pour augmenter la capacité de la mine. Et d'ailleurs, on a engagé une nouvelle personne en charge des opérations l'an dernier qui vient de grandes compagnies minières, qui a accepté de se joindre à nous, même si on est une plus petite capitalisation, parce qu'il voyait le potentiel de cette entreprise-là. Est-ce que c'est une des deux personnes, une des deux nouvelles personnes qui sont sur votre conseil d'administration? Non, ça, c'était vraiment quelqu'un d'opération. Ce qui est arrivé l'an dernier, on a augmenté le nombre de personnes, de gens sur le conseil de 7 à 9. Une des deux personnes est un ingénieur minier qui est une personne qui a été nommée par Resource Capital Fund, qui est un de nos actionnaires les plus importants, qui détiennent un peu moins que 20 Eux ont participé à un financement qu'on a fait. Notre dernier financement, c'était en 2010, où on a levé 6 millions. Eux ont mis 5 millions. C'est un Resource Capital Fund, mieux connu sous le nom d'RCF. C'est un fonds qui gère au-delà d'1 milliard de dollars dans des fonds miniers. Et même si pour eux, 5 millions, c'était un petit investissement, ils l'ont fait parce qu'ils aiment beaucoup l'univers du tungstène. On fait une vérification diligente complète et ont vu le potentiel de Malaga. Donc, on a demandé de nommer une personne au conseil. Et c'est un ingénieur minier, ce qui est toujours... Donc c'est quelqu'un qui vient d'un de vos vos actionnaires principaux qui se sont mis quelqu'un sur le conseil pour regarder voir comment ça va. Exactement. Et l'autre personne... Ce qui est positif en soi, là, parce que ça sécurise toujours l'investisseur principal qui, tôt ou tard, pourrait se faire conseiller d'en mettre plus. Exactement. Puis pour une entreprise de notre taille, on est fortuné d'avoir des gens sur le conseil qui ont beaucoup d'expérience. On a un géologue, on a 2 ingénieurs miniers, on a une personne qui siège sur plusieurs compagnies minières, on a un associé qui est à la retraite, qui était chez Pricewaterhouse, parce que veut pas, au niveau des comités d'audit, ça devient important les états financiers. Fait qu'on a une grande variété. Puis l'autre personne qu'on a rajoutée, c'est Anne-Marie Sheehan, qui est une avocate, une sommité au niveau environnemental. Et on sait qu'avec les mines, le volet environnement est important. Et donc, nous, on accorde une importance. Qui va prendre de plus en plus de place aussi au Pérou. Là. Ah, de plus en plus. Un peu Avant, on pouvait faire un peu n'importe quoi dans ces pays-là, mais maintenant, ils ont commencé à comprendre. Ouais. Il y a longtemps, ça a changé maintenant, parce que les lois péruviennes sont beaucoup inspirées des lois canadiennes au niveau minier. Donc, au niveau environnement, c'est pas le free-for-all. On a des règles environnementales à suivre. Et d'ailleurs, on a des ingénieurs qui sont en charge uniquement de ce volet-là. Mais on se disait que d'avoir quelqu'un aussi au conseil pouvait rassurer les actionnaires à ce niveau-là. Vous aviez besoin aussi de plus d'alimentation électrique pour l'agrandissement de votre usine. Et on a appris que vous étiez en projet de bâtir une centrale électrique. Mais ça ne doit pas être LG2, là, cette affaire-là. Là. Non, mais ça ressemble à SM3 qui appartient à Renor. Nous, au niveau énergétique, c'est bien important pour nous parce que pour avoir du succès dans une mine, tu as besoin d'infrastructures, tu as besoin de routes, tu as besoin de personnel, on a besoin aussi d'énergie. Au Pérou, c'est un pays qui est en croissance économique, donc l'approvisionnement énergétique est important. Donc, en ayant notre centrale, on en a déjà une petite qui nous soumet à peu près 70 de ce qu'on a besoin. Le reste vient du réseau national. Mais comme on est en mode croissance... Qui est déjà saturé, ils n'en produisent pas autant qu'ils en ont besoin. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présentement un permis temporaire pour construire une nouvelle centrale qui aurait une capacité de 19 MW, qu'on pourrait monter probablement jusqu'à 35. C'est une rivière près de vos installations? Oui, on a 2 rivières, la rivière Pelagatos et la rivière Plata, qui pourrait nous donner jusqu'à 35 MW. Mais on estime, nous, que si on montait jamais éventuellement à 1000 tonnes par jour, parce que, comme je disais, la capacité de l'usine présentement, c'est 500, on pourrait avoir besoin de 3 à 4 MW. Mais comme on a la capacité, parce qu'on a la rivière et aussi avec la saison des pluies, on veut construire 19 MW, qui est une bonne taille. Au Pérou, on peut permettre, contrairement au Québec, on peut vendre soit directement à des entreprises ou au réseau national. Ce qu'on est en train de faire présentement, on est en train de compléter, de mettre à jour nos études environnementales et archéologiques. On devrait terminer vers la fin du 2e trimestre. Après ça, on applique pour le permis permanent.
Donc, on devrait être en position probablement au cours du 4e trimestre d'amorcer la construction de ce projet-là. Est-ce qu'il se pourrait que vous ne soyez pas seul dans ça, puisque ça peut servir à d'autres, pas juste à votre Exactement. Nous, on est une entreprise minière. L'important, c'est de s'assurer de l'approvisionnement énergétique à faible coût. Pour vous donner un exemple, avant qu'on ait la centrale, on payait l'équivalent de 24 sous par kilowatt pour l'énergie parce qu'on avait du diesel. Maintenant, on paye 10 sous. Donc, ce qu'on veut faire, c'est assurer notre énergie, avoir un bas coût, et si on peut faire de l'argent et faire profiter nos actionnaires de ça en monétisant un actif dont la valeur n'est pas reflétée dans le cours de l'action, on est ouvert. C'est pas dit qu'on ne sera pas seul. Le financement est ouvert. Il y a beaucoup d'intérêts, mais ça, on va déterminer selon les termes qu'on pourra négocier avec un client éventuel. Donc, on peut dire que vous êtes sur une lancée, là, dans le fond. Là. Effectivement. Ça va. Il reste encore beaucoup de potentiel. Vous avez encore des gisements à découvrir. Vous avez encore la possibilité d'augmenter la capacité. Donc, vous êtes un producteur pour demeurer un producteur. On est un producteur pour être un producteur, puis on a l'avantage aussi d'avoir le potentiel d'exploration parce que, comme je vous disais, ils ont sorti 6 millions de tonnes sur 5 veines. Il y en a maintenant 79. 25 sont importantes, ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. On a aussi amorcé l'année passée une campagne d'exploration sur la partie sud qui n'avait jamais été touchée, qui n'existait même pas, que les gens ne connaissaient même pas, parce qu'on a dû construire une route pour se rendre là. Et les résultats de forage de cette campagne-là ne sont même pas inclus dans le dernier rapport de réserve et ressources. Il le sera l'année prochaine pour la mise à jour du rapport. En tout cas, quand je regarde votre graphique, là, ça me paraît sous-évalué par le marché pour l'instant, à la lumière de ce que vous nous dites là, avec les profits qui sont là, avec le potentiel de croissance. Quand on regarde la tendance depuis longtemps, vous étiez il n'y a pas longtemps sur votre crue de 10 cents, même au début de l'année, là, que vous avez été en 2008, 2009, 2010, comme beaucoup d'autres compagnies d'ailleurs. Là, c'était le marché qui était comme ça. Vous venez de quitter ça il n'y a pas longtemps, avec encore en février, c'est transigé encore à 10 cents. Là, on est à 17 cents avec un bon support. Je comprends même pas pourquoi le titre s'envole pas plus que ça. On sait que les volumes ont été très importants quand même sur le titre dernièrement. On a, si je vous compare ici à North American Tungsten, qui sont dans les territoires du Nord-Ouest, sont en tendance haussière eux autres aussi, parce que le prix favorise toutes les compagnies. En fait, il y a 3 producteurs en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Bien, il y a 3 producteurs en dehors de la Chine, parce qu'on s'entend en dehors que de la Chine, 80 du tungstène est produit en Chine. D'ailleurs, c'est ce qui crée la rareté du métal, puis ce qui fait que British Geological Survey a mis le tungstène comme étant le minerai qui avait le plus haut risque d'approvisionnement. Et il y a 3 compagnies publiques à l'extérieur de Chine. Il y en a une au Canada, il y en a une en Espagne qui ont commencé l'an dernier. North American Tungsten, mais pas celle-là, c'est-à-dire c'est Almonty, qui est en Espagne, et il y a nous qui sommes au Pérou. Qui appartient en partie à Warren Buffett, je pense. Hein? Ça, c'est Wolf Mining qui, eux, ont un projet qui est en exploration, qui est en Corée du Sud, et eux pensent venir en opération l'année prochaine. Il faut dire que la croissance, la demande, c'est 7 par année, et il y a un manque de production. Donc, éventuellement, au cours des prochaines années, il va sûrement avoir des nouvelles mines, mais à court terme et à moyen terme, il n'y a pas vraiment de capacité de production supplémentaire qui va venir, ce qui fait que le prix devrait se maintenir, si même, pourrait peut-être même encore augmenter davantage. Est-ce que le tungstène est beaucoup utilisé? On sait dans bien des choses qui sont utilisées, mais par rapport au boom minier partout dans le monde, est-ce que le tungstène est beaucoup utilisé pour la fabrication de machinerie lourde? Entre autres, parce que c'est dur, le tungstène. C'est très, très dur. Faire des drills, faire des pelles, des dents de pelles mécaniques. C'est le deuxième métal le plus dur après le diamant. Donc, tout ce qui est tête de forage va utiliser ça. Les équipements lourds vont mettre du tungstène aussi. Et à peu près, je dirais 70 c'est dans des utilisations, ce que je dirais, industrielles. Mais maintenant, en plus, avec la haute technologie, c'est utilisé dans des écrans au plasma, entre autres, parce que c'est un métal aussi qui résiste très, très bien aux variations de chaleur et qui a un coefficient d'expansion qui est très, très bon. Donc une bonne conductivité. Exactement. Donc, ce n'est pas juste au niveau, évidemment, on en profite beaucoup au niveau du boom de l'industrie minière, mais également aussi au niveau de la haute technologie, c'est un métal qui est en demande. Bon, bien, écoutez, moi, je trouve que c'est bien intéressant, M. Monet. On vous remercie beaucoup d'être venu nous parler un peu de votre projet. On voit que ça évolue. Et puis, c'est l'idée pourquoi on fait ces entrevues-là aussi. C'est vraiment le fun de voir comment ça s'en va de votre côté. Merci beaucoup de nous avoir donné cette entrevue. Bien, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci.